Salut Rémi, Salut Anthony. on se retrouve aujourd'hui dans cette interview qu'on a longuement hésité de réaliser parce que on a l'habitude de prendre de faire appel à des personnes qui sont externes au groupe et donc des gens qu'on ne connaît pas ou qui ont été préconisés. Là en l'occurrence c'est très particulier parce qu'en fait on est associés, donc l'histoire que tu vas raconter c'est aussi un petit peu la mienne. Ça fait plus de 15 ans qu'on est associés sur des SCI. Donc le but de l'interview, c'est évidemment d'expliquer à deux types de profils. C'est d'un côté au courtier en prêt immobilier, un petit peu les attendus et de l'agence immobilière par rapport à ce ils vont avoir besoin de faire, sachant qu'une grosse partie de leurs apporteurs sont les agents immobiliers. D'autre part, tout ce que tu vas pouvoir dire avec l'expérience que tu as, parce qu'on a quand même une expérience très large dans le monde de l'immobilier, en agence, tu, tu vas apporter énormément de valeur aussi au travers de ton histoire aux agents immobiliers qui vont pouvoir s'inspirer de ça, que ce soit au niveau des équipes commerciales, du commerce, de la vente, etc. Donc voilà, comme la coutume le veut, je vais te laisser te présenter donc au niveau de comment tu as démarré les études, ton parcours et voilà, donc je te laisse à toi la parole. Très bien. Donc je m'appelle Rémi Janssen, j'ai 35 ans et je suis actuellement en fait directeur de plusieurs agences immobilières. Pour arriver en fait à être directeur d'agence, évidemment j'ai commencé en fait en tant que simple conseiller immobilier, et pour devenir simple conseiller immobilier, je suis passé en fait par un processus en fait de scolaire, donc de l'obtention en fait d'un BTS profession immobilière, donc que j'ai passé en fait et que j'ai obtenu à Paris, Paris 13. C'était pas, c'était pas gagné d'avance. C'est C'était ça que tu veux pas dire? gagné d'avance, c'était pas gagné d'avance, mais voilà, donc je l'ai fait en alternance, ce BTS, parce que je voulais rentrer en fait dans le monde du travail tout de suite après le bac en fait. J'étais pas quelqu'un qui était très porté en fait sur les études, sur la scolarité, donc voilà, je voulais vraiment en fait rentrer très rapidement en fait dans le monde du travail. Euh, donc obtention du bac, obtention du BTS 2 ans après en alternance. J'ai poursuivi après sur une licence PAB, donc patrimoine, assurance et banque, que j'ai stoppé en fait en cours d'année, parce que voilà, j'avais trouvé ma vocation, le métier de l'immobilier, et je voulais vraiment faire mon domaine, quoi. Ok. Bon, maintenant que tu t'es présenté, je pense que c'est intéressant de donner un petit peu ton expérience du coup. Je crois qu'on a piloté des centaines de commerciaux. Mhm, Euh, c'est des métiers où quand même pas mal il y a quand même pas mal de turnover. Déjà, une agence immobilière en moyenne, elle reste ouverte 1 an et demi. mhm. Donc quand tu sais que Imo Marceau, c'est une agence qui a plus de 20 ans, que Perfia, ça fait plus de 10 ans et qu'on a perduré, c'est quelque chose de très rare. Et les commerciaux, c'est pareil. C'est que quand on est formé dans les grandes enseignes nationales, on apprend tout de suite qu'un commercial, bon, ils nous le disent en off, hein, parce que si tu dis ça au commercial quand il démarre, ça fait tout de suite peur. On dit qu'il a tout de suite, pareil, le turnover, il est de 18 mois, 1 an et demi, 2 ans. Et finalement, il y a très peu de monde qui perdure. Et forcément, parce que c'est un métier qui est assez difficile, Mhm, faut pas se rater au démarrage. On peut vite se retrouver avec un premier paiement à 8-10 mois. mhm. Et les gens qui ont des charges, c'est compliqué à gérer. Ce qui serait peut-être intéressant, en fait, c'est d'aborder, selon toi, euh, comment un agent immobilier, donc un collaborateur, un commercial, doit démarrer dans le métier de négociateur immobilier, quoi. C'est quoi pour toi les clés, quoi? Déjà, quelle agence, déjà, il a le choix, dans quelle agence Ouais. il faut aller, à part chez nous? Aucune. C'est ça, bonne réponse. Voilà. Euh, alors déjà en fait il faut bien comprendre en fait que l'immobilier en fait c'est comme tu l'as dit en fait c'est un métier qui est lucratif mais dur, très difficile. Ça joue en fait avec les émotions, énormément. On est tout le temps en fait confronté à des ascenseurs émotionnels. Un jour on vend, on est sur le toit du monde, le lendemain le client se rétracte, en fait c'est la douche froide. Enfin, voilà, donc en fait on est très très sujet en fait aux émotions. Donc en fait le conseiller, le commercial qui veut se lancer dans l'immobilier, moi je lui conseillerais en fait dans un premier temps de ne pas se rapprocher en fait justement en fait des réseaux de mandataires. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'il n'a pas en fait la pleine conscience en fait de ce que c'est le marché de l'immobilier
dans le fond, hein, ça veut dire un métier de terrain. Il a besoin en fait d'un cadre, d'accompagnement, d'outils bien spécifiques en fait de management. Il a besoin en fait d'être accompagné au moins en fait dans son démarrage. Donc la première chose, c'est que je me rapprocherai plutôt d'une agence traditionnelle qui a pignon sur rue, qui a de l'expérience. Et en fait, c'est au commercial de choisir en fait l'agence. Donc il faut qu'il choisisse en fait déjà une bonne agence immobilière. Il ne faut pas qu'il se rapproche en fait en se disant je passe la porte de toutes les agences et on verra bien qui veut me recruter. Non, c'est à lui de choisir en fait l'agence dans laquelle il va pouvoir en fait exceller. Pour la petite anecdote, nous on a eu beaucoup de commerciaux qui venaient en fait d'agences immobilières où en fait il y avait zéro formation, zéro méthode, zéro accompagnement, zéro suivi, aucune motivation, rien. Donc en fait, ce sont des gens qui à l'origine étaient voués en fait à une belle carrière dans l'immobilier et qui sont complètement en fait démotivés et ont arrêté le métier, ou alors en fait ils ont voulu changer en fait d'agence parce qu'ils ont bien senti en fait que ce qui les bloquait dans leur activité, c'était l'agence et pas leur motivation. Donc il faut déjà se rapprocher d'une bonne agence immobilière. Ça c'est extrêmement. Une formation initiale du coup. C'est extrêmement important. Voilà. Je pense que la première question à poser, c'est est-ce que vous formez les gens? Quand un commercial en fait se rapproche en fait du manager, du directeur d'agence ou même du gérant, la première chose qu'un commercial doit demander avant de devenir conseiller immobilier, c'est est-ce que vous avez une formation en fait en interne et expliquez-moi en fait quelle est cette formation-là. Parce que il fut un temps quand même où les conseillers immobiliers, c'était bon bah écoute, c'est très simple, tu vas sur le bon coin, tu as des numéros de téléphone, tu appelles, tu rentres des mandats. Et en fait, il y avait une formation en fait, de 1h30 sur comment faire en fait, pour appeler quelqu'un et quelles questions il faut lui poser. Non, ça c'est voué à l'échec tout de suite. Donc, il faut passer par un processus de formation interne ou externe. Hein. Il peut y avoir aussi en fait, que ce soit des centres de formation, que ce soit en fait des écoles de vente en fait, qui sont propres en fait à certains domaines d'activité, dont l'immobilier, et qui forment en fait correctement les gens pour leur garantir en fait un démarrage en fait sur les chapeaux de roue. Hein. C'est ça que veut un commercial, parce que finalement en fait un conseiller immobilier qui va commencer, sa principale inquiétude c'est quand est-ce que je vais vendre, quand est-ce que je vais encaisser. Et en fait à cette question-là, ça ne dépend pas que de lui. Ça dépend en fait de l'agence, ça dépend de son directeur, ça dépend de son manager, et tout ça en fait lui il n'en a pas connaissance. Il ne sait pas en fait si la réputation de l'agence est bonne. Il ne sait pas en fait si il va avoir une formation plus que correcte, parce qu'il ne suffit pas d'être formé correctement. Tous les agents immobiliers d'une commune sont formés. Il y en a qui sont mieux formés que d'autres. Hein. Mais ce qui fait la différence en fait en clientèle, en mandat, hein, en prise de mandat, c'est quoi? C'est l'efficacité de la vente, c'est la capacité de vente. C'est exactement ça. Donc à partir de ce moment-là, le conseiller qui est sous-formé, il va se faire exclure automatiquement en fait, dans le choix du vendeur pour mandater une agence, il va être exclu automatiquement. Et bien souvent, en fait, les commerciaux en fait, qui intègrent ce type d'agence, bah, ils ne font pas long feu. Ouais, c'est ça. Et ceux qui durent, c'est ceux en fait, qui ont une formation initiale et surtout en fait, une formation en continu. On est sur un métier extrêmement réglementé où en fait, les lois évoluent en fait, constamment. Hein, les processus, Tracfin, les lois contre la discrimination. Voilà, on est toujours en fait, dans l'obligation en fait, de se former. Et je passe le message en fait à tous les directeurs d'agence, au plus vos collaborateurs seront formés, au moins en fait ils vont hésiter en clientèle, au plus ils vont donc rassurer en fait le vendeur, et un vendeur rassuré c'est quelqu'un qui vous mandate. Moi je me souviens que les meilleurs démarrages, en fait, les meilleures équipes, c'est quand tu te retrouves dans le bureau pendant 10-15 jours avec eux. Les mecs, tu les fais, les commerciaux, tu les mets directement dans des jeux de rôle. Exactement. 2-3 jours après la théorie, quoi. Exactement. Et c'est des moments en fait où tu vois tout de suite les personnes qui ont la difficulté. Là, tu casses la glace, mais en fait, il vaut mieux qu'il y ait cette difficulté-là dans un groupe où en plus il crée des liens avec l'équipe qui démarre ou avec toi, ou avec le responsable d'agence, etc. Plutôt que le commercial qui se fait ses expériences sur le terrain, qui n'ose pas aborder les difficultés. Enfin, forcément, il est tout seul face au vendeur et on ne sait pas ce qui se passe. Il faut que ça se passe en interne. Je prends l'exemple d'un mécano. Il intègre en fait une usine en fait, de fabrication de voitures. Ok, tu lui dis vas-y, monte un moteur sur cette voiture. Le mec il l'a jamais fait. Il va hésiter, il va pas savoir le faire, donc il va échouer. Si on lui montre pas comment faire, la voiture elle sortira jamais d'usine et elle se vendra jamais.
Donc c'est une perte pour le salarié, en fait, pour l'ouvrier, et c'est une perte aussi pour l'entreprise, puisque finalement, il n'y a pas de vente de véhicules. Ouais. Et ben, c'est exactement la même chose dans l'immobilier. Si vous avez en fait des collaborateurs extrêmement bien formés, sur 2, bah, ça se traduit en fait en clientèle et la vente, elle est garantie derrière. C'est ça. Ils ont beaucoup moins de difficultés. On avait mesuré à l'époque, je me souviens dans le réseau dans lequel on était, on avait mesuré qu'il y avait en gros 5% des agences qui faisaient vraiment le taf de former. C'est-à-dire qu'à l'époque, attention, c'était il y a quelques années. Mais c'est courant. Mais c'est courant. C'est C'est vraiment le grand mal de notre profession. C'est en fait justement en fait, qu'on a des collaborateurs qui sont sous-formés. Donc le vendeur ne ressent pas en fait cette plus-value apportée de passer par un professionnel. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours remettre en cause le montant astronomique en fait, des honoraires, en fait, puisque la valeur perçue par rapport, par rapport en fait, aux prestations, elle s'en trouve en fait, complètement diminuée. Donc il faut bien comprendre en fait, que au plus les collaborateurs sont formés, et nous, une très grande partie de notre formation, elle joue justement, en fait, elle s'appuie sur la sous-formation en fait, des autres collaborateurs, sur l'incompétence des autres. On se démarque, en fait, on en joue. Ouais, sur la compétence. C'est pour ça qu'on arrive à faire démarrer des très jeunes correctement. Quoi. Bien sûr. Alors que derrière, tu as des personnes qui sont en 10 ans de plus, qui sont moins bons que parfois des jeunes collaborateurs. C'est pas l'âge qui fait le truc. Ou alors qu'ils ne se mettent pas à jour. Ouais, c'est ça. Tout simplement, ils sont sur 2. Donc finalement, c'est la formation initiale. La formation initiale classique dans le métier, celle qui fonctionne, hein, c'est vraiment la méthode du R1 R2. Hein. C'est la plus connue. C'est je fais une estimation et j'émets un rapport lors d'un deuxième rendez-vous autour de cette formation-là, autour de cette technique-là. Ces techniques qui sont connues dans plein de métiers du commerce. Il y a énormément de techniques, de jeux de rôle à maîtriser, d'argumentaire, de traitement d'objections, de négociation, d'objections. Enfin voilà, il y a énormément de... C'est très vaste. Et donc effectivement, c'est peut-être le critère numéro 1. Au pire, ça se passe pas avec l'agence, le collaborateur repart avec une formation. Au pire. Exactement. Au pire, il a gagné quelque chose et il n'aura pas perdu son temps. C'est exactement ça. Il faut qu'un collaborateur qui intègre une agence soit formé. Et ce qui doit en fait le motiver systématiquement. Donc c'est pas donc évidemment il va être motivé en fait par la rémunération, hein, mais il doit toujours se poser la question: en quoi puis-je aider mon client? Comment je vais faire pour l'aider? Comment je dois faire? Et en fait, beaucoup d'agents immobiliers, malheureusement, en fait, quand ils vont en clientèle, ils transpirent en fait la volonté de commission. Je veux ma com, enfin voilà. Et en fait, le client ressent tout de suite en fait, que le gars n'est intéressé que par sa commission. Sauf qu'ils oublient, en fait, si vous voulez, que c'est la réalisation du projet en fait, du vendeur, donc la vente, ou en fait d'un acheteur, donc son achat, qui va en fait payer la commission. Il n'y a paiement de commission que s'il y a transaction. Donc c'est comment on fait pour arriver à cette transaction-là. Et ça passe forcément en fait par l'étude des besoins du vendeur comme de l'acquéreur. Ça passe forcément par la satisfaction client aussi, pour éviter qu'il s'échappe. Beaucoup de personnes disent oui, mais moi je sers le client. Mais en fait, c'est une méthode. Mais finalement, en fait, le client, il se sent en fait sanctionné, en fait. Donc l'expérience client n'est pas bonne. Ouais, puis on a même entendu d'ailleurs des patrons qui vont dire en recrutement, je l'ai entendu hein, souvent dans les recrutements, t'as les personnes qui démarrent, qu'on prend en entretien, qui nous disent ah mais l'autre dans l'autre agence, il m'a dit ah bah vous n'êtes pas formé, vous n'avez pas d'expérience, je vous prends pas. La vérité c'est que toutes ces agences-là, elles n'ont aucun collaborateur. Soit elles ont des équipes qui ont 15 ans, parce qu'il y a 15 ans, bah, ils ont des équipes qui sont vieilles, mais ils n'arrivent plus à recruter depuis des années. Mais aujourd'hui sur le marché du recrutement, sur 100 collaborateurs qui se présentent en entretien de recrutement dans une agence, t'en as 3-4 qui ont de l'expérience. La majorité, c'est des nouveaux entrants. Bien sûr, c'est des nouveaux entrants. En fait, donc sur dire le qu'il n'y a pas de formation, c'est une agence déjà qui est bancale. Hein. Il faut bien intégrer une chose, c'est que 100% en fait, de la réussite d'une agence se fait en fait, sur la formation en fait, de ses collaborateurs et une formation qui est en continu. C'est ça. C'est tout. L'agence qui est en fait, sur le déclin, c'est une agence qui n'a pas su en fait, maintenir ses collaborateurs à jour et qui se font écraser en, fait, en clientèle par la concurrence. Est-ce que d'après toi, passer par une enseigne, donc aller dans un réseau, se présenter dans un réseau, pour toi, c'est un gage de la certitude d'être formé? Non. Ouais.
On sait il y aura une école des ventes, il y aura une formation en fait, Qui est payante pour l'agence. bien sûr, qui va être payante pour l'agence, mais c'est surtout en fait une formation qui va être généraliste et qui va pas être propre en fait à la commune et au type c'est en fait ça, de ouais. client en fait en l'occurrence. Donc en fait, là, je sais très bien en fait que dans les réseaux immobiliers, les réseaux de franchise, ils externalisent, c'est pas le gérant lui-même ou le directeur qui forme, ils externalisent ça en fait auprès d'écoles des ventes. Donc c'est bien pour avoir en fait les bases du métier, mais c'est pas propre en fait à ta zone de chalandise et aux difficultés ou aux opportunités que tu peux rencontrer dans ta zone de chalandise. Et ça, il n'y a que l'expertise en fait terrain d'un collaborateur en fait qui est passé ensuite directeur d'agence, qui connaît parfaitement la zone, etc., qui va pouvoir en fait garantir justement en fait la réussite d'un collaborateur là-dedans. Donc oui, c'est bien en fait de se faire former d'une façon généraliste sur les techniques de vente, mais encore faut-il que ces techniques de vente soient adaptées et adaptables à la zone de chalandise. Ouais, c'est ça. Et ok. Et sur le, donc ça veut dire que c'est la formation. Il y aurait que l'autre comme critère de sélection. C'est extrêmement important en Les fait. avis Google peut-être. Je pense que les avis Google, en fait, il y a à boire et à manger. Ouais, parce que la gestion locative ou le syndic, ça génère beaucoup d'avis négatifs. Ça peut toujours générer en fait, des avis négatifs. En réalité, je pense que pour choisir son agence, il faut aussi voir en fait, quelles sont les ambitions de l'agence en fait, dans laquelle en fait, tu vas travailler. Si en fait, c'est un travail qui est difficile, encore une fois, en fait, d'être conseiller immobilier, s'il y a turnover, c'est qu'il y a des problèmes de formation et problèmes en fait, de management aussi. Hein. Donc, il faut voir en fait quelles sont les ambitions d'entreprise. Est-ce que c'est une entreprise en fait qui se dit j'ai atteint en fait mon seuil de rentabilité, je reste comme ça, je bouge plus, ou est-ce que c'est une entreprise qui est là pour aller à la conquête en fait justement de nouvelles opportunités, d'ouvrir de nouvelles agences et pourquoi pas en fait justement de faire participer en fait les nouveaux entrants dans un processus en fait de suivi justement d'une évolution en fait de carrière et de proposer une évolution de carrière en fait à un collaborateur. Ouais. Le fait est qu'aujourd'hui, un collaborateur qui est passionné par ce métier et qui réussit, il n'a qu'une seule chose en tête, c'est de devenir son propre patron. Ouais. On ne va pas se le cacher. Ça fait partie en fait, de l'évolution classique en fait, d'un conseiller immobilier, d'avoir sa propre agence en fait, et de pouvoir former ses propres équipes. Donc si en fait, le poste qui est proposé, c'est conseiller immobilier pendant 40 ans, ouais, on arrive... ouais. Il y a aussi un point peut-être qui est important, qui est peut-être pas lié à la qualité de l'agence, c'est peut-être la distance. Il y a beaucoup de collaborateurs parce qu'ils trouvent une agence avec qui il y a un bon feeling, avec qui il y a une formation. Ils se retrouvent à faire 1 heure le matin, 1 heure le soir de route. C'est bien d'être dans une agence qui est proche de chez soi, plus ou moins. Au plus proche on est, plus confortable c'est en fait. Mais c'est déjà un métier en fait, où on est énormément en fait, au téléphone. Ouais. Il y a beaucoup de téléphones dans notre métier. Donc du coup, en fait, pour moi, l'aspect distance, par exemple, voilà, moi je rentre dans ce cas de figure-là, en fait, pour rejoindre en fait, les bureaux, je mets 1 heure le matin, 1 heure le soir, et ça me dérange en fait absolument pas, quoi. Ouais, parce que t'as téléphone. Et puis c'est pas facile non plus d'être conseillé et de vivre en fait dans la même zone en fait où on travaille. Hein. Tu vas faire tes courses, tu ramènes tes enfants à l'école, tu as le vendeur qui t'a refusé ton offre hier en fait, que tu croises en fait dans les yeux, qui tourne le regard. Vous voyez, ça peut traduire en fait un certain inconfort. Tu vas faire tes courses, tu crois des acquéreurs en fait avec ta petite famille qui vont te dire alors vous m'avez rien trouvé, etc. Voilà. Donc ça peut déborder, ça peut trop empiéter en fait sur la vie personnelle aussi. C'est vrai que, ouais. Et quand par exemple tu prends le quotidien de l'agent immobilier, on sait hein, qu'une grosse partie du métier en fait il est basé sur la prospection. Donc terrain, téléphone, relationnel, réseaux sociaux, il y a plein de manières d'aller chercher du client. Pour toi, on sait que ça va être un sujet là, mais c'est déjà une première difficulté. Il y en a plein qui ne sont pas à l'aise avec la prospection. Bien sûr. Comment tu gères ça avec les collaborateurs? Qu'est-ce que tu leur dis quand ils sont là? Tu leur dis voilà, il faut aller faire du porte-à-porte. Et ils sont là, ils font semblant d'aller tourner pendant 2 heures. Ils sont revenus avec. En rien, fait, il faut. Ce que je leur dis en fait, c'est que il faut imaginer en fait l'activité de démarrage en fait d'un conseiller immobilier en agence immobilière ou en réseau de mandataire, pareil en fait, comme l'ouverture en fait d'une boutique de fringues, du prêt-à-porter. Si tu ouvres en fait ta boutique et que tu n'as rien à vendre, tu n'as pas de t-shirt, tu n'as pas de jean, tu n'as pas de manteau, tu n'as rien à vendre. Est-ce que
tu as des clients qui vont franchir le pas de ta porte? Est-ce que tu as des acheteurs qui vont franchir le pas de ta porte? Certainement, non. Non. Si par contre, en fait, tu as une boutique bien achalandée, avec des prix corrects et des produits de qualité, en fait, est-ce que tu vas avoir des personnes qui vont franchir le pas de la porte et qui vont entrer dans ta boutique? Forcément. Donc tu vas vendre. Et ben, l'immobilier, c'est la même chose. Le conseiller immobilier, s'il n'a pas de bien à vendre, ben, il n'aura pas d'acheteur. Donc il ne vendra rien. Donc la vraie question à se poser, c'est comment rentrer du stock. Et c'est là où notre métier est difficile. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas se rapprocher d'un grossiste pour acheter en fait un stock de biens à vendre. C'est impossible. On doit nous-mêmes se constituer le stock de biens à vendre. Et c'est là où la profession est difficile. On voit beaucoup en fait à la télévision l'envers du décor. C'est-à-dire en fait on voit la partie en fait facile du métier, Ouais, c'est les qui visites. est la partie visite. Ouais, c'est ça. Mais quand tu as visite, ce qu'ils oublient en fait de dire, c'est que avant de la visite, tu as un mandat, tu as une estimation. Avant d'avoir une estimation, tu as de la prospection. Et c'est pas tu sors 1 heure par jour pour prospecter et tu as rentré un mandat. Bien souvent, c'est des relations qui se créent par un gros suivi. Tu prospectes, est-ce que vous voulez une estimation? Tu proposes une estimation, c'est notre point d'entrée en fait. Hein. Ouais, c'est ça. C'est de proposer des estimations gratuites. C'est ça, c'est le point d'entrée. Et ensuite, tu as tout un suivi. Je vous ai fait l'estimation, j'ai préparé l'estimation, donc il y a déjà un gros travail, hein, comme tu as dit tout à l'heure avec une technique en fait, de R1 et R2. Il y a déjà un gros travail en fait, de fait. Et après, il y a un gros travail de suivi, d'accompagnement. Parfois, tu vas faire une estimation qui va être en vente en fait, 1 an après. Mais par contre, tu as eu les vendeurs au téléphone tous les mois pour assurer le suivi. En fait. Et c'est qu'au bout de course, en fait, où tu vas prendre un mandat, où tu vas le publier en fait, sur Internet, où tu vas relancer en fait, ta base d'acquéreurs que tu as déjà en, fait, en liste. Ouais. Après, tu vas faire les visites. La visite, c'est l'aboutissement, en fait, on va dire. Voilà. C'est l'aboutissement d'un très gros travail de fond, en fait, et c'est ce gros travail de fond qui est pénible. C'est ça. Mais c'est un mal nécessaire. Parce qu'encore une fois, il faut du stock. Ouais. Et plus le stock est présent et qualitatif, plus il y aura d'appels d'acheteurs, et plus il y aura de ventes, et donc de chiffre d'affaires. Donc le bon agent immobilier, c'est avant toute chose, en fait, un bon rentreur de mandat. Un bon prospecteur. Et du Mais coup, pour bien rentrer les mandats, comme tu viens de le dire, il faut s'assurer en fait d'une prospection sans faille. C'est ça. Et pour toi, c'est quoi le meilleur canal de prospection? C'est simple, hein. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé, c'était le classique porte-à-porte, boitage et prospection téléphonique. Ça a fonctionné encore. Aujourd'hui, en fait, les réseaux sociaux, en fait, ça fonctionne en fait énormément. Et je pense aussi un vrai atout, c'est le relationnel, c'est le réseau. C'est-à-dire que si tu arrives en fait avec dans ton entourage déjà en fait des notaires, des généalogistes, des avocats, des chefs d'entreprise, voilà, tu as déjà un réseau qui gravite autour de toi. Il faut parler de toi pour que justement en fait ces personnes-là pensent à toi au moment en fait où il y a une opération qui transite. Voilà. Quelqu'un a besoin, je pense à lui, je le dirige en fait directement vers ses services. Il faut s'entourer. Ok, donc le réseau. C'est-à-dire tu démarres seul, sans réseau, sans formation, tu peux déjà arrêter. Ouais, tu peux déjà arrêter. C'est ça. Maintenant, pour celui qui démarre justement par la prospection, ce qui est très fort avec le porte-à-porte, c'est que c'est qu'en fait, on a la rencontre de tout le monde. Dans la rue, en fait, on a contact avec tout le monde. Sur des heures bien choisies, le midi, le matin, le soir. On a les parents qui partent, qui amènent les enfants à l'école. On a le soir les parents qui viennent les chercher. On a des personnes âgées qui sont disponibles toute la journée. Le midi, il y a des temps de pause, il y a du monde dans la rue. Il y a les commerçants. Dans les cafés, c'est des points où il y a énormément de monde qui passe. Et on peut facilement prendre des habitudes dans un café et se faire une notoriété comme ça dans une commune. C'est connu que le porte-à-porte, en créant cette relation, parce que généralement il y a des sectorisations, c'est bien quand tu fais du porte-à-porte d'en faire dans des zones qui sont ciblées et que ce soit toujours les mêmes toute l'année pendant des années en fait. Moi je me souviens qu'à l'époque quand je passais dans mes secteurs, tout le monde me connaissait. Bien sûr. Ça c'est la clé. Donc du coup quand il y a une vente, c'est pas normal que ce soit pas mon panneau avec la couleur de mon entreprise qui soit visible. Et c'est vrai, si tu as bien bossé, tu les vois parce qu'il y a les panneaux du même mec, du même collaborateur, de la même agence. Tu sais très bien que c'est le même collaborateur qu'il y a derrière. Le conseiller en démarrage, il faut qu'il garde en tête qu'il doit être connu et reconnu dans son secteur. C'est ça, c'est les deux. C'est ça. Voilà. Et à partir du moment où il sera connu et reconnu dans son secteur, les demandes d'estimation, les mandats viendront à lui naturellement. Ouais. Mais il y a toute cette phase en fait de se faire connaître. Et puis même au niveau approche, le porte-à-porte, c'est beaucoup plus sympathique d'avoir quelqu'un que tu vois passer régulièrement dans un secteur,
Donc, tu es habitué à le voir. Et c'est vrai que déjà, quand tu brises la glace, tu dis, ah, mais vous êtes à telle adresse, je vous ai déjà vu, etc. Quand tu connais ton secteur, tu connais toutes les maisons, ah, ouais, c'est le portail violet, c'est le portail vert, tu as déjà les informations qui sont liées à ton secteur. C'est un peu différent le phoning. Sachant que le phoning, quand tu appelles, déjà, tu tombes sur des gens qui sont en vente. C'est pas la même qualité de mandat. Tu es déjà face à des gens qui sont pas dans une agence, ou parfois ils sont dans une agence et généralement ils sont en mandat simple, ils sont partout. On sait que le produit qui est bien, c'est l'exclusivité au prix. Déjà, à la base, il a refusé de travailler avec une agence. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a eu un moment donné un problème. Donc déjà, il est déjà dans une agence à abstenir, et même si on sait que c'est aussi des très bons clients, mais ça prend beaucoup plus de temps, il y a des mandats à casser si on récupère l'exclusivité, et c'est souvent des gens qui croient tout savoir et qui n'ont pas besoin d'agence en fait. Mais là, je tiens pour responsable en fait les agents immobiliers. Ah oui, non mais clairement. Ouais. Parce que finalement, en fait, si le vendeur a décidé seul de vendre, c'est qu'il a forcément dû rencontrer, au moins en prospection, en fait, des agents immobiliers qui n'ont pas su le convaincre. C'est ça. Donc en fait, finalement, le vendeur en fait, qui estime être seul à pouvoir vendre son bien, c'est que les agents immobiliers n'ont pas été très performants. C'est clair. Souvent, c'est des biens qui sont trop chers, qui a une contrainte. Bien sûr. Et qu'il n'y a pas eu une vraie explication du prix en R2 en fait. Hein. Bah, c'est surtout qu'en fait, il faut bien comprendre que quand tu démarches en fait une annonce, je sais pas, sur un site de particulier, la grande majorité des agents, qu'est-ce qu'ils disent? Donnez-moi le mandat, j'ai des clients. Ça veut dire que même si le prix est complètement déconnecté et délirant, le vendeur qui reçoit 10 appels par jour d'agents pour lui dire j'ai des visites à faire, donnez-moi le mandat, j'ai des clients, bah, les agents immobiliers indirectement sont en train de conforter en fait le vendeur sur son prix et sur l'urgence en fait de faire des visites parce qu'il y a des clients. Donc le vendeur qui est complètement hors marché par rapport à son prix, eh ben, en fait, il est rassuré d'avoir des agents immobiliers qui le supplient de leur donner un mandat. C'est contre-productif. Complètement, complètement. Souvent, c'est des ventes qu'on met des mois, des fois des années à faire en fait. Donc le petit conseil que je peux donner, c'est au lieu de prendre les annonces toutes fraîches, en fait, de marquer aujourd'hui en vente depuis quelques heures ou depuis un jour ou deux, bah, les agents immobiliers commencez déjà par prendre la dernière page en fait, du site de particulier, ceux qui sont en vente depuis 1 mois et demi, 2 mois, et là vous pouvez les appeler. Eux, ils sont arrivés à maturité. Ouais, c'est ça. Pas les... Eux, ils n'ont pas réussi à vendre. Si vous appelez l'annonce toute fraîche, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et c'est pareil, il faut faire un gros travail de suivi. Il faut les appeler souvent, il faut qu'ils se souviennent de nous. Tout le temps. Parce qu'en fait, souvent, ces mecs-là, ils sont dans les agences, ils sont mal gérés parce que quand tu n'as pas de visite et que le bien est trop cher et que tu n'arrives pas à le vendre, bah, tu sais plus pourquoi appeler ton vendeur. Donc, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui sont défaillants dans le suivi du mandat. Donc, quand tu appelles toi toutes les semaines ou toutes les 2 semaines quelqu'un que tu n'as même pas en mandat et que de toute façon, il est trop cher et que voilà, il faut juste créer un contact. Donc, peut-être visiter l'appartement, visiter la maison. Il faut peut-être juste créer ce contact humain pour qu'il se souvienne de toi, l'amener jusqu'à la fin du mandat, dire écoutez, vous êtes un peu cher, je vous fais une étude sérieuse, etc. Bien sûr. Tu fais ton travail, alors des fois dans le vide, hein. Mais quand tu le fais, il se souvient de toi, tu continues le suivi, tu te démarques par le suivi, tu récupères l'exclusivité, tu démandates, c'est le jeu. C'est du service. C'est du service. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est du service. Le vendeur, en fait, est dans l'erreur. Son projet, forcément, ne va pas se réaliser. Tu le sais. Le vendeur, sans doute, mais il veut essayer. C'est ça, en fait, il veut essayer. Laissez-le essayer. Il n'y a aucun souci. Qu'il essaye, en fait. Hein. C'est lui, finalement, qui est directement impacté, en fait, par la non-vente de son bien. C'est lui qui en subit les conséquences. Mais il va se faire à l'idée que le prix qu'il a proposé est trop cher. Par contre, il faut que l'agent immobilier soit là pour lui ouvrir les yeux, pour l'aiguiller. D'accord ? Pour dire attention. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours, en fait, il est préférable d'appeler son vendeur toutes les semaines pour lui dire, voilà, je vous appelle pour vous dire qu'il ne s'est rien passé sur votre bien cette semaine, plutôt que de ne rien faire. Puisque le vendeur non suivi aura tendance, en fait, principalement, à remettre, en fait, la cause de la non-vente sur le dos de l'agent immobilier qui n'a pas fait de visite. C'est-à-dire, mais vous ne m'avez pas fait de visite. Donc, j'ai été délaissé. Donc c'est de votre faute. Vous n'avez pas mis les actions en place pour justement vendre. Vous n'avez rien fait sur mon bien. Donc le problème, ce n'est pas le prix que je propose. Le problème, c'est vous qui n'avez pas travaillé sur le bien que je vous ai confié à la vente. C'est ça. Donc si d'emblée, en fait, on impose en fait un suivi, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, même pour dire il ne se passe rien, c'est ça qu'il faut faire. Toujours. Et faire un point à mi-mandat. Il faut faire un point global à mi-mandat et envisager en fait un avenant. Ça. Mais l'agent immobilier doit prouver au vendeur en fait que ce n'est pas de sa faute, qu'il ne sait pas parce que ça ne se vend pas parce qu'il n'agit pas. C'est ça. Et
Est-ce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles réglementations, surtout liées à l'énergie, au DPE, etc., est-ce qu'aujourd'hui tu vois qu'il y a des vendeurs qui ont plus besoin que des agences immobilières qu'avant? Parce que justement, il y a un flou technique, il y a Évidemment, un frein énorme à la vente soi-même, quoi. évidemment, évidemment. En fait, aujourd'hui, on se retrouve en fait avec des vendeurs. Il faut savoir qu'en 2020, 2021, premier semestre 2022, les vendeurs étaient sur deux. Pourquoi? On était sur un marché en fait ascendant. Donc même s'ils se trompaient un peu sur leur prix, ils avaient mis un peu trop Ouais, ils cher. finissaient par vendre. Le marché monte, leur prix est trop élevé. À un moment donné, le temps va faire qu'ils vont rejoindre en fait le prix du marché et ils vont vendre. Le problème dans un marché bloqué en fait, hein, en crise, c'est que les prix doivent baisser. Les acheteurs entendent que les prix vont baisser. Les vendeurs font de la résistance avec leur prix en fait, hein, leur Ouais, ancien ouais. prix. Seulement oubliant par là que plus le temps passe, plus là en fait, Plus l'écart se creuse. plus l'écart se creuse et plus ils doivent du coup en fait baisser leur prix. Donc ils Ouais. perdent de l'argent dans le temps en fait, hein. Mhm. Et c'est ça en fait le mécanisme. C'est dans un marché à la hausse, le temps fait qu'on vend plus cher. Dans un marché à la baisse, le temps fait qu'on vend moins cher dans le temps. Et c'est la prise de conscience en fait, des vendeurs en fait, hein, qui est compliquée en fait. Et c'est là où les gens immobiliers doivent travailler là-dessus, sur la prise de conscience. Mhm. Parce que finalement, c'est vrai que même si on dit qu'on est en crise, quand on regarde le volume de DIA à l'année, bon, il a chuté, hein, Ouais. faut pas dire, mais il y a aussi énormément de monde qui est sorti de la profession. Mais il y a quand même un volume de transac réalisé sur les communes Bien qui n'est sûr. pas négligeable. Mhm. Et c'est vrai que même si techniquement on se rend compte à cause de la crise que les vendeurs qui vendent, c'est ceux qui sont vraiment dans une urgence, c'est les premiers à vendre en fait, hein. C'est ceux qui ont un divorce, c'est ceux qui ont un projet que la vie leur amène. Mhm. Ils font la concession. Mais la personne qui vend dans la crise, c'est aussi une personne qui va acheter dans la crise. Donc c'est une personne qui va acheter aussi sur un prix qui a baissé. Bah, La maison qu'il aurait c'est vendre moins cher qu'à l'époque acheté moins cher. pour acheter moins cher qu'à l'époque aussi. C'est ça, ouais, c'est ça. Et l'inverse aussi, quand ça monte. Voilà. Et d'ailleurs, euh, ok, donc on a dit prospection terrain, prospection téléphonique, euh, les réseaux sociaux pour communiquer. Ça, c'est le démarrage, hein. Pour Ça, c'est le démarrage. Pour le conseiller en démarrage, en fait. C'est Il ça. ne va pas se concentrer, en fait, sur autre chose que ça. C'est ça, il doit faire ça pendant Il y a même des agences qui pratiquent que pendant 3 mois, tu vas faire que de la prospection. Bien sûr, Et après, derrière la visite, bien sûr. Mais c'est pertinent, hein. c'est pertinent, bien sûr. Très pertinent. Ouais. Parce que quand tu tiens un discours à des vendeurs, parce qu'une fois que tu as l'estimation, une fois que tu arrives sur l'estimation, tu récupères donc tu vas chez le vendeur, tu vas voir sa maison, tu vas détecter des anomalies. Le vendeur s'habitue toujours à ces anomalies. Et toujours, il se rend jamais compte que la salle de bain qui donne sur la cuisine, c'est un problème, puisqu'il est là-bas depuis 20 ans et qu'il s'y habituait. Donc il y a aussi toute la négociation et la prise de conscience de la réalité du bien sur le marché. C'est là où on négocie le prix, c'est là où on parle des contrats, etc. Après, toute cette phase, donc post-prospection, on arrive très vite à la discussion de je veux pas l'exclusivité et je suis pas d'accord avec le prix. Forcément, ils veulent plus cher que le prix du marché sur la règle. Là-dessus, on a beaucoup de collaborateurs qui sont défaillants parce qu'ils n'arrivent pas à traiter ces objections, ils n'arrivent pas à gérer le nom. Comment tu gères ça avec les équipes? En fait, c'est ce qu'on appelle des objections, hein, donc en clientèle. Et en fait, évidemment, en fait, en formation, en fait, on fait énormément de jeux de rôle en formation initiale, mais même en continu, hein. Une fois par mois, en fait, on s'amuse à faire des petits jeux de rôle, en fait. Voilà, non pas d'exclusivité. Ok, pourquoi? Et on essaie de comprendre. Et Ouais. pareil sur le prix. Ouais. Ouais, c'est de la technique, ça reste de la formation, quoi. Ça reste de la formation. Mhm. Tu vas beaucoup en rendez-vous ou est-ce que tu conseilles beaucoup aux responsables justement d'aller dans les rendez-vous avec les collaborateurs? Au démarrage, bien Au sûr, démarrage, c'est ouais. essentiel. Ouais. C'est essentiel parce que déjà, en fait, le collaborateur se sent en fait accompagné par quelqu'un d'expérience. Donc en fait, et puis ça permet en fait aussi au manager de détecter en fait tout de suite les petits manquements, ce que ne dit pas suffisamment bien en fait encore le nouveau commercial. Donc du coup en fait oui, il faut que nous c'est ce qu'on fait, hein, de toute façon en fait, hein. Ouais, c'est ça. Voilà, hein, les cinq premiers rendez-vous c'est avec le manager et c'est obligatoire, hein. Ça met en confiance également en fait le conseiller, puisque lui-même en fait se dit quoi? Il se dit bah au moins en fait j'ai quelqu'un qui va pouvoir me corriger, me reprendre et je vais pouvoir assurer en fait un rendez-vous de qualité.
Mm. Alors c'est sûr que si tu es un nouveau conseiller, tu es à peine formé, on te dit allez vas-y, va en estimation, bah, Ouais, c'est ça. C'est ça. t'arrives, T'arrives, tu. t'arrives, tu sais même pas par où commencer, quoi que ce soit, en fait, c'est vachement déstabilisant. Et Mm. on va te fermer la porte et tu vas pas comprendre pourquoi. Tu vas te remettre en cause toi-même en tant que Mm. conseiller. Tu vas te dire, c'est moi le problème, je ne suis pas fait pour ce métier, j'arrête. Au moment de, au moment de l'estimation, Ouais. la personne arrive sur place, elle voit la maison, elle prend un certain nombre d'éléments. Mhm. Souvent, l'estimation ne donne pas sur place au doigt mouillé parce qu'il y a un risque d'erreur et il y a un biais qui est trop Tu fort. peux, Soit on déteste la maison, on va avoir un biais à la baisse, soit tu peux, inverse. tu peux faire une estimation parce que dans la même copropriété, tu as déjà Ouais, t'en vendu as. 3 appartements le mois dernier, Ouais. donc tu connais à quelle valeur en fait ça va sortir. Tu le sais en fait. Euh, mais encore une fois, ces estimations en fait où tu peux parler de prix tout de suite avec le vendeur, ça demande en fait beaucoup de bouteilles, une grande maturité en fait de la part du conseiller. Ça veut dire que le RAR2, de toute façon, en fait, il est obligatoire au moins pendant la première année, voire la deuxième année en fait, du commencement du Ouais. collaborateur. Et c'est seulement après coup où il a une renommée dans son secteur. Il a affiché des panneaux partout, il connaît tout le monde, tous les commerçants le saluent, lui disent bonjour. Lui-même en fait va saluer en fait des personnes qui croisent dans la rue. Là, il peut parler de prix tout de suite parce qu'il a une certaine crédibilité. Mm. Alors qu'un tout nouveau qui arrive, etc., tout ça, en plus de ça, s'il n'est pas du tout de la commune, en fait, déjà, il ne connaît pas les prix, Ouais. il ne connaît pas les acheteurs, donc il ne sait pas quel budget ont les acheteurs pour tel appartement ou dans telle résidence ou quoi, il ne connaît pas les petites subtilités. Il vaut mieux, en fait, qu'il fasse une découverte, un bilan à l'agence avec son manager, préparer un rapport d'estimation, et ensuite qu'il aille défendre, en fait, ce rapport à son vendeur. C'est Ouais. aussi dans le sens, en fait, c'est dans l'intérêt du vendeur aussi. Nous, Ouais, on ça se permet de doit de faire sécuriser ça. un prix, ouais, ça sécurise Nous, le on se prix. doit de faire ça Ouais. aussi. On se doit de faire ça aussi. Parce que Mm. quand en fait un vendeur en fait nous demande une estimation, qu'on envoie un jeune collaborateur qui est dans sa première ou même sa 10e estimation, il n'a pas les rouages, il ne connaît pas les prix. Donc c'est aussi en fait très important de pouvoir en fait garantir au vendeur, peu importe en fait Mm. finalement l'expérience du collaborateur, que l'estimation rendue soit correcte. Mm. Ok. Et du coup, là, tout ça, c'est la brique, donc rentrée de mandat. Mhm. Et c'est seulement après qu'on démarre finalement la visite. Pour faire la visite, il faut des belles photos. Ah, c'est vrai, Ça, c'est la base. C'est belles photos. Faut une belle annonce, un beau texte pub, le beau texte pub. voilà. L'exclu, comme ça, on booste on a les meilleurs packs de visibilité après derrière sur les différents sites internet. Donc l'exclu, elle est L'exclusivité, ça toujours, restera toujours en fait le le clé, meilleur, la le clé. meilleur moyen en fait de vente, quoi. Bien sûr. Ouais, c'est ça. Et du coup, pareil, donc sur les visites, est-ce que tu as des conseils à donner aux collaborateurs qui démarrent? On parle souvent des repoussoirs, il y a toujours des biens qui servent un petit peu de bouc émissaire pour, euh, pour conforter sur des ventes. Je pense déjà que le marché en fait en hausse, comme on a connu en fait ces 3 dernières années, ça a géré en fait un volume important d'acquéreurs, hein, motivés par des taux très bas, une capacité d'emprunt qui augmente, donc forcément beaucoup d'appels, beaucoup de projets, en fait. Je pense qu'en fait aujourd'hui, un acquéreur, ce que doit comprendre en fait un conseiller immobilier, c'est qu'un acquéreur en fait, c'est pas un numéro, c'est pas un nom qui va faire visiter. Il y a vraiment un projet de vie derrière en fait. Donc ce que je peux conseiller, que ce soit aux nouveaux collaborateurs ou même aux anciens, c'est mettez réellement de l'importance en fait dans le projet de votre client. Intéressez-vous vraiment au projet du client. Si vous comprenez pourquoi il veut acheter, quels sont véritablement ses besoins, vous allez créer en fait une relation avec lui. Il va sentir que vous avez compris et donc que c'est vous qui allez lui trouver en fait chaussure à son pied. Donc oui, il faut vraiment s'intéresser. Il ne suffit pas en fait de dire j'ai un appel d'un client, je lui fais visiter, alors tu me fais une offre. Ça ne fonctionne pas ou ça ne fonctionne plus. Mhm. Ouais, souvent il y a des collaborateurs qui s'arrêtent, découverte acquéreur, voilà, je cherche un Basique, F3, j'ai 200 quelque 000 chose euros de de budget. basique. Et en fait, à 200 000 Non, euros, il n'y a pas d'F3. non. Donc finalement, ils appellent jamais. Sauf qu'en fait, Voilà. l'acquéreur, peut-être qu'il a juste besoin d'entendre qu'il faut passer par un F2. Peut-être qu'il a juste besoin d'entendre qu'il faut faire une concession, peut-être changer de secteur. Peut-être changer de ville, changer de commune, C'est ça, des fois, voilà. c'est que ça, hein. Des fois, Partir c'est que peut-être ça. sur un bien avec des travaux, peu importe, hein. Vous voyez. Et c'est vrai que quand on ouvre la base et qu'on voit 15 000 acquéreurs, C'est trop. c'est trop. Et C'est en fait, trop. finalement, il y a Moi, plus j'ai de. toujours travaillé avec 5 mandats maximum, en fait.
et maximum sans acquéreur. Ouais, mais toi, tu es très fort parce qu'en fait, J'ai tu as toujours des exclu. mandats de très bonne qualité. Donc, ton mandat, tu Oui, mais rentres, tu le sors direct. c'est la base. C'est la base. Ouais. Et donc, du coup, il faut toujours en fait partir du principe que si vous mettez de l'importance dans la compréhension du projet vendeur et de l'importance dans la compréhension du projet acquéreur, c'est le duo gagnant en fait. Hein. Déjà. Votre vendeur va vous faire confiance et va vous le confirmer à travers l'acceptation d'un prix et une exclusivité. L'acquéreur va vous faire confiance, va vous dire, limite, il va s'en remettre à vous. Est-ce que tu penses que je dois l'acheter? Oui. C'est ça. Donc, quand tu fais tout ce cycle-là, entre le démarrage, donc la formation qui peut durer 2 semaines, je commence à prospecter, je rentre mes premiers mandats dans le premier trimestre. Je commence les visites dans le deuxième trimestre. C'est-à-dire que ma première vente, je vais la faire dans le premier semestre, en fin de premier semestre. Ouais. Tu vas encaisser de l'argent au 10e mois et 8-10 mois. Aujourd'hui, comment tu gères avec le collaborateur ce délai de démarrage? Parce que finalement, ça reste un métier qui est fait un petit peu par conviction. Le chiffre d'affaires qui est fait, il se fait sur un fonds de roulement qui dure cette période-là. Le jour où la personne arrête, en fait, elle récupère ses encaissements à la fin. Donc, ce qu'elle a engagé comme travail, tu récupères à la fin. Mais finalement, y a des agences qui pilotent avec des métriques en disant, voilà, si tu fais tant d'estimations par mois, naturellement, tu auras tant de chiffres qui va tomber. C'est des ratios. C'est des ratios. Ouais, c'est ça. Le commercial un peu démotivé, finalement, qu'est-ce que tu lui dis? C'est de la faute du manager. Ouais. Un commercial démotivé, en fait, c'est de la faute du manager. C'est là tout le problème des réseaux de mandataires. C'est quand ça va, ça va. C'est qu'il y a un marché qui... Bon, je sais qu'ils ont des tuteurs, etc. Ouais, ils ont des tuteurs, ça, ouais. voilà, bon, ils sont un petit peu au téléphone, mais finalement, en fait, c'est pour quelqu'un qui veut, comme je dis, en fait, vraiment réussir, en fait, et éviter d'être démotivé. Déjà, en fait, à la base, un conseiller immobilier qui va se lancer, il faut qu'il l'intègre tout de suite, dès l'entrée, et que tu sois dans une bonne agence ou une moins bonne agence. Hein, ouais. Il faut intégrer tout de suite, en fait, qu'une vente immobilière, c'est quand tu as signé ton compromis de vente, donc tu as la rencontre, en fait, de l'acquéreur et du vendeur sur un prix et sur des conditions, c'est 3 mois plus tard. Le temps, en fait, de lancer ton activité, le temps de rentrer tes premiers mandats, de faire tes premières visites, etc., c'est au moins 3 mois. Au moins 3 mois. Donc du coup, tu arrives déjà dans un cycle en fait de 6 mois. Il faut que le conseiller immobilier, quand il franchit le pas d'une porte, se dise, est-ce que j'ai la capacité financière déjà pour vivre en fait au quotidien, à assurer en fait ces 6 premiers mois. 90% des collaborateurs, ils démarrent avec un chômage. C'est Voilà. quasiment... Après, il y a certains dispositifs Ouais, c'est ça, avec l'ACRE, etc., justement, ouais. qui permettent justement de conserver le chômage tout en étant, en fait, tout en travaillant. Mais voilà, c'est vraiment cette partie-là. En fait. Là, je parle en fait, pour les collaborateurs qui vont intégrer en fait, une agence ou un réseau de mandataires sous le statut en fait, d'indépendant, hein, Ouais, c'est ça. agent commercial. Le salarié, en fait, qui intègre, il ne se pose pas trop cette question-là. Par contre, c'est l'inverse qui se pose. C'est le directeur d'agence, du coup, qui dit il faut vite en fait, qu'il fasse des ventes, parce qu'en attendant, moi, je le rémunère, en fait, et je n'ai pas d'encaissement de vente. Donc, voilà. Donc, je dirais que pour quelqu'un qui débute en immobilier, se lancer, en fait, en tant qu'indépendant, seul, dans un réseau de mandataires, c'est extrêmement risqué. Quelqu'un qui veut vraiment en fait réussir aurait tendance plutôt en fait à se diriger vers un contrat en fait de type CDD 6 mois. Voilà, salarié CDD 6 mois pour vraiment en fait pouvoir avoir l'esprit libre et ne pas se dire je supporte entièrement les risques en fait de mon activité. C'est comme du 50-50 en fait finalement entre l'entreprise et le collaborateur. Débuter avec un CDD de 6 mois et au bout en fait du CDD de 6 mois en fait voir ce que la personne elle veut faire. Est-ce qu'on prolonge sur un CDI ou est-ce qu'elle veut partir en fait sur un statut plutôt en fait d'indépendant? J'ai compris. Et là, prendre en fait son entière liberté. Elle s'est déjà fait son petit réseau, voilà, elle a eu le temps de se former. Il faut bien comprendre qu'il y a eu beaucoup de recrutements en fait d'ici ces 3-4 dernières années. Beaucoup d'entreprises en fait ont recruté en fait le statut d'agent commercial. Le fait est qu'il y a eu beaucoup de départs en fait, de collaborateurs, puisqu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde, il n'y avait pas de formation, donc c'était aussi un échec. Et le risque en fait, financier est supporté uniquement en fait, sur les collaborateurs. C'est ça. Donc finalement, je dirais que dans l'état d'esprit en fait, d'un directeur d'agence, bon,
l'état d'esprit, c'est simple. De toute façon, c'est un agent commercial, il me coûte rien, il fait 0, je lui paye 0, voilà. Oubliant par là, en fait, qu'un agent commercial, en fait, a des charges, il a un loyer, il a peut-être un crédit, il a une famille à nourrir, donc il doit payer certaines factures aussi, hein, voilà, dans le cadre de son activité. Donc s'il n'encaisse pas vite, en fait, il va vite partir sur autre chose aussi. Et le directeur d'agence qui prend cette posture-là en se disant « de toute façon, il ne me coûte rien, donc s'il fait 0, tant pis », finalement, ça ne l'encourage pas non plus à développer les compétences et à former en fait, ce type de collaborateurs pour qu'ils puissent en fait, être très très vite extrêmement rentables. Donc c'est un peu la double peine, quoi. Parce que finalement, en fait, le directeur va former, et puis derrière, en fait, ou très peu, et puis finalement, en fait, le collaborateur va partir, quoi. Et donc du coup, pour toi, c'est quoi un bon manager? Si jamais tu remontes un petit peu d'un étage, on a vu des managers se planter, Ouais. on a vu des managers réussir. Pour toi, c'est quoi qui fait la différence entre un bon et un mauvais manager, du coup, pour le collaborateur? C'est la proximité. La proximité avec son équipe. Il doit être très proche de son équipe, en fait. Disons que c'est, comme je l'ai dit, en fait, c'est un travail qui est très sujet en fait, aux émotions, aux ascenseurs émotionnels. Donc ça va très bien, ça va très mal. Le manager, en fait, doit être un petit peu le copain. Il doit être un petit peu en fait, le boss, le patron qui met les directives, qui encadre. Il doit être un petit peu tout ça en fait. Et finalement, le bon manager, c'est celui en fait qui sait se faire apprécier par son équipe et qui apprécie réellement son équipe aussi en fait. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Il doit apprécier son équipe pour être apprécié en fait par ses collaborateurs. Il doit vraiment avoir le souci en fait de la réussite de son équipe et pas juste en fait le chiffre quoi. Voilà, c'est terminé en fait l'époque en fait du bâton. Et on tape en fait non, sur les équipes, c'est quelque chose qui n'a jamais fonctionné, ou alors sur un ancien siècle, mais qui aujourd'hui en fait est totalement à proscrire. Moi, je t'ai vu sur certaines négos, je t'ai vu passer plus de temps à parler aux collaborateurs. Bien sûr. Pour gérer la négo, finalement, il faisait juste le haut-parleur de ta voix en fait, dans la négociation. Et moi, j'ai vu comment tu as construit des équipes comme ça. En fait, c'était tous les jours. Il y a des jours, je me souviens, tu me disais, mais en fait, j'ai passé la journée à négocier pour les collaborateurs. Bien sûr. C'est qu'en fait, c'est toi qui faisais tout le boulot de négo, en fait. Mais, parce qu'un collaborateur, jusqu'à maturité, un collaborateur, il attend quoi, en fait, d'une agence? Il attend, en fait, d'avoir un cadre et qu'on le pousse vers la réussite. S'il réussit, l'agence réussit. Donc, la volonté d'un manager, c'est évidemment que son équipe, elle puisse réussir. Donc, si pour ça, il doit mettre au profit de l'ensemble de son équipe son expérience, ses capacités en fait, de négociation, de compromis, d'arrondir les angles, d'être ferme quand il le faut, c'est son expérience en fait, qu'il va pouvoir transmettre en fait, directement en fait, à son équipe. Et c'est comme ça qu'ils vont réussir. Et le commercial, est-ce qu'il n'y a pas une meilleure formation que le commercial finalement qui entend en fait, son manager en, fait, en discussion, en négociation, et il va simplement reproduire en fait ce qui a fonctionné. J'ai compris. Et on a parfois des collaborateurs qui se mettent à se poser des questions. Voilà, ça fait 6 mois, j'ai 10 mandats, j'ai pas encore fait ma vente. Maintenant, ils ont des visites, on sait que ça va se déclencher, nous on a le recul, mais ils l'ont pas. Et ils te disent, des très jeunes des fois, c'est bon, je vais reprendre l'école, je vais faire un BTS immobilier. Ouais. Ça, c'est typiquement... qu'est-ce que tu penses de... Après, il n'y a pas de... Il faut comprendre aussi que en fait, c'est une entreprise, donc en fait, il y a des personnes en fait, qui se cherchent, qui commencent à oublier, finalement, ils se cherchent. Il y en a qui vont prendre des directions totalement opposées en fait, au travail de l'immobilier. Il n'y a pas que des réussites, malgré les efforts en fait, mis en place de formation et d'accompagnement, il y a aussi en fait, des échecs. La question que je entendais par l'histoire du BTS, c'est est-ce que oui, tu penses que quelqu'un qui sort d'un BTS a de meilleures chances de réussir que quelqu'un qui n'a pas le BTS? Pas du tout, pas du tout. Alors ça, non. Non, parce que il va arriver en fait avec des certitudes juridiques qui vont s'effondrer en fait le jour où il va rentrer en fait, qui va aller en clientèle. C'est vrai que le mec qui sort d'un BTS, généralement, il a cette tendance... Il est très sûr de lui. Très sûr de lui. Moi, je suis diplômé, voilà, je peux avoir ma carte T, ma carte G. Ok, d'accord, bah, tu vas aller en estimation, voilà, voir les personnes là-bas, et puis on en rediscute après. Mais ben voilà, donc il faut beaucoup d'humilité en fait, et surtout en fait, voilà, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment
un travail qui est ouvert en fait à tout type de profil. Et le meilleur négociateur, c'est pas celui qui arrive avec son BTS ou même avec avec un master. En fait. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. La réalité du terrain est tout autre. Au niveau outils, t'as vu est-ce qu'en 10 ans, tu as vu les outils évoluer? 10-15 ans même. Mais est-ce que tu as vu les outils évoluer? Bien sûr, bah, en fait, on voit, en fait, nous on a commencé l'immobilier avec Plein de papiers, je me souviens. beaucoup de papiers déjà. Hein, donc, voilà, ok. toute la partie compromis de vente, les Les ciseaux paraphes, à la main, les mandats à la main, avec le petit calque derrière, Ouais. etc. Tout ça, voilà, donc très archaïque quand on pense en fait à ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on est vraiment à l'ère de la dématérialisation, en fait. Il y a encore des gens qui sont au papier? Oui, bien sûr. Ah ouais? Ah oui. C'est incroyable. Pourquoi pas, hein. Ouais, pourquoi pas. Mais ouais, voilà, ouais. aujourd'hui, signature électronique des mandats, des compromis de vente, des offres d'achat, transmission du dossier. En fait, moi je me souviens, j'allais chez le notaire en fait avec un dossier Ah ouais, épais comme ça, à le papier, donner à la main au notaire, etc. ouais. Bon voilà quoi, c'est aujourd'hui en fait, on partage tout le fichier PDF signé, authentifié au notaire, il le reçoit 30 secondes après, ça y est quoi. Ouais, même pour les photos, on voit des logiciels. Tu prends des photos, ça corrige un petit peu la photo, ça Voilà, facilite un on peu est sur sur les la visite collaborateurs. virtuelle aussi. Ouais. Voilà, pendant la période Covid qui était très très utile en fait, des visites virtuelles. Aujourd'hui, Ouais. ça vient en fait donner, mais tout ça aujourd'hui vient ajouter en fait un service supplémentaire en Ouais. fait aux vendeurs et aux acquéreurs. Ouais, j'ai compris. Et après, c'est quoi pour toi là les changements? Si je dois te projeter en 5 ans, ça va être quoi dans 5 ans les changements majeurs dans l'agence? Je pense qu'aujourd'hui en fait, il y a quelque chose qui est, il y a l'intelligence artificielle en fait qui est en train en fait on voit bien en fait hein, dans l'économie qui est en train de toucher un petit peu tout le monde. Nous, on voit en fait déjà que dans l'immobilier, en fait, on a déjà ce qu'on appelle en fait des robots rédacteurs. Hein, Ouais. donc ça veut dire voilà pour pour sortir en fait des annonces publicitaires, on clique sur un bouton et boum, ça nous rédige en fait une annonce. Unique. Voilà. Hein. Donc par rapport à ça, on peut même cliquer plusieurs fois et avoir plusieurs modèles d'annonces. Mais je pense en fait que ça reste quand même en fait si on veut vraiment en fait pousser, il faut rester sur l'humain quand même. Ouais. C'est-à-dire que c'est un métier où le contact en fait humain, il est vraiment en fait primordial. Ouais. Donc je dirais que l'IA en fait va plutôt servir en fait à justement à tous ces outils rédactionnels, d'envoi de fichiers, de photos ou quoi que ce soit. Ça peut être très utile. Par contre en fait le métier, la base du métier, c'est la relation Ouais. avec le client quoi. Il n'y a jamais personne. En fait, moi, C'est je vois. le même principe en fait que les banques en ligne finalement. On a toute une partie de la clientèle qui disent ah non non non, moi je veux ma banque physique Ouais. avec mon conseiller bancaire ou quand je passe la porte de l'agence bancaire, je veux parler avec mon conseiller, il est là physiquement, je peux lui parler. Ouais. Oui. La banque en ligne, bon bah voilà, c'est une C'est vrai que je application. me souviens, quand on a démarré il y a 15 ans, on nous disait ouais, ça fait 30 ans, le métier n'a pas bougé, ça restera de la prospection, de la prise de contact, du réseau. En fait, aujourd'hui, ça n'a pas changé en fait. Hein. Non. 15 ans plus tard, il n'y a personne qui est arrivé qui a dit je vais révolutionner le truc. Et tous ceux qui ont essayé, ils se sont plantés. Hein. Ouais, c'est ça. Tu as les réseaux monétaires qui ont poussé, qui ont quand même un peu évolué. Mais en fait, quand tu rentres dans la vie après des collaborateurs, ils sont pas forcément mieux à être payés à 70%. Parce qu'en fait, ils font très peu de ventes, ils sont tout seuls, ils sont mal accompagnés. Mais justement, qui en subit en fait les conséquences? C'est les collaborateurs. C'est le vendeur. Ah oui, le vendeur à la fin, c'est le métier, ouais, bien sûr, bien sûr. Au final, c'est le vendeur. C'est le vendeur qui n'arrive pas à vendre ou qui a les difficultés du manque de. Ouais. Bien sûr, c'est le client en fait qui n'est pas satisfait en fait au bout du bout. Et nous en fait on milite aujourd'hui pourquoi? Pour qu'en fait la profession elle soit reconnue en fait par les vendeurs comme étant un incontournable. Ah, c'est vrai que tu vas aux États-Unis ou tu vas, je crois, au Canada, l'agent immobilier c'est comme le notaire quoi. Parce qu'il y a vraiment en fait cette notion en fait derrière d'expertise quoi. Exactement. Donc ça. aujourd'hui tant qu'en fait les agents immobiliers n'évolueront pas, on restera toujours en fait avec des vendeurs qui vont dire j'ai pas besoin d'eux, j'ai pas besoin de payer des frais d'agence pour leurs pauvres petits services qu'ils vont m'apporter, leurs pauvres petites plus-values qu'ils vont m'apporter, j'ai pas besoin d'eux. Et on se retrouve en fait à faire des estimations à tout va pour que eux puissent en fait après mettre en vente par eux-mêmes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et comment tu vois, on est en pleine crise, l'histoire du taux d'usure, on a les banques qui ont du mal à prêter. Comment tu vois la sortie de crise? Tu l'imagines à quand? Pourquoi? Comment? C'est quoi le déclencheur? Parce qu'on est quand même dans une pénurie de logements, donc il y a quand même des gens qui ont besoin d'acheter. Alors le taux d'usure, en fait, il a été très vite corrigé, en fait. Enfin, très vite corrigé. Il a mis du temps à se corriger en vrai, mais on parlait plutôt du taux d'usure, en fait, en 2021-2022. Ouais. C'était un premier problème, en fait. Hein, voilà, dépasser, en fait, le taux d'usure, pas de prêt, hein, tout simplement. Après, ça s'est corrigé. Ils ont ouvert le taux d'usure, ce qui a permis aux banques, justement, d'augmenter trop rapidement leur taux.
Ouais. Ce qui aurait été préférable, c'est que le taux d'usure augmente légèrement, mais proportionnellement en fait, au taux d'intérêt. En ouvrant trop le taux d'usure, ça a permis aux banques de faire exploser en fait, les taux d'emprunt, quoi. Voilà. Donc ça fait baisser les biens immobiliers. Alors, pas encore. Ouais, c'est ça, on a cette phase de encore. correction. Ouais. Donc en fait, aujourd'hui, faire des projections, ça fait 1 an et demi. Hein, réellement, nous, on a senti en fait, depuis juillet-août 2022, une baisse significative en fait, des volumes, en fait, des volumes de vente. Aujourd'hui, en fait, on entend par-ci par-là que les prix commencent à baisser, mais commencer à baisser, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, dans un contexte de taux élevé, on a des acquéreurs qui ont perdu en fait énormément en capacité d'emprunt. Donc, les acquéreurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils entendent? Ils entendent les prix vont baisser. Ils attendent. Donc, ils attendent que vraiment les prix baissent, voire même qu'ils attendent que ça y est, les prix augmentent. Donc, c'est le jour où ils auront l'information que les prix commencent à augmenter qu'ils vont se mettre à acheter. Et aujourd'hui, il y en a plein qui renoncent en fait à cause de leur capacité d'emprunt, qui s'est venue en fait amputée à un tiers, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, donc finalement, ce qu'il faut attendre, c'est, d'après toi, c'est peut-être un changement de la typologie d'acquéreurs, donc des acquéreurs qui ont plus d'épargne, ou qui font des concessions sur le bien immobilier plus fortes. Aujourd'hui, en fait, ceux qui vont revenir en fait, lorsqu'on a commencé en fait dans la crise des subprimes, ceux qui vont revenir sur le devant de la scène, c'est en fait les investisseurs de type marchand de biens, ceux qui vont arriver en fait avec des liquidités importantes et qui vont en fait acheter des biens en fait à tour de bras à des prix cassés. C'est ça, cassé. Qui vont en fait s'amuser en fait sur les vendeurs obligés en fait et qui vont faire acheter des bonnes affaires. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça revient beaucoup. C'est eux qui vont venir sur le devant de la scène. Après, tu as toujours les acquéreurs obligés, qui sont obligés d'acheter. Mais regarde, on peut comparer, on fait de la gestion-location. Est-ce qu'on a des biens à louer aujourd'hui? Non. Il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces anciens locataires, ces locataires aujourd'hui, à l'époque, étaient en fait des acquéreurs. Donc ils rêvaient en fait de devenir propriétaires, mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus emprunter, donc ils restent dans leur logement. C'est ça. Donc il n'y a plus de location. Ouais, y a plus de ou très peu de location. Ouais, il y a très peu. Bon, sur un dossier, tu as 100 dossiers. Sur une location, tu as 100 dossiers. On n'a même plus besoin en fait, de publier nos annonces. En fait, hein. On travaille que avec un fichier énorme en fait, de locataires qui s'accumulent, en fait, et puis voilà, quoi. C'est ça. Donc, voilà. Il faut comprendre que voilà, ça exclut beaucoup de monde, en fait, beaucoup d'acquéreurs. Donc finalement, peut-être qu'il va falloir des années pour retrouver un volume. Ou sinon, s'il y a un coup de pouce, un PTZ, mais bon, ils l'ont retiré là récemment. Ils ont encore pour l'instant, les coups de pouce, je les vois pas venir. Hein. Ouais, sincèrement, en fait, que ça soit sur les taux, que ça soit sur les DPE en G, que ça soit sur les sélections de dossiers bancaires, sur le niveau de prix qui reste aujourd'hui trop élevé par rapport à la capacité d'emprunt des acquéreurs. Non. Ouais, c'est pas encore là. Il n'y a pas de coup de pouce aujourd'hui. Ouais. Voilà, Ok, c'est bien. Écoute, je te remercie pour ton intervention. Peut-être qu'il y en aura d'autres sur d'autres thématiques. Avec plaisir. J'espère que ça aura servi aux courtiers un petit peu à appréhender la relation avec l'agence immobilière. Et j'espère que tu auras aussi permis d'apporter un peu de recul aux collaborateurs dans l'immobilier qui vivent la crise ou qui démarrent dans le métier. Donc, et puis je voulais remercier aussi les auditeurs. Donc, merci d'avoir encore participé à cette formation, à cette interview. Et puis je vous dis à la prochaine fois.